Le Mali fait face à une agression d'éléments terroristes venant du Nord, dont le monde entier sait désormais la brutalité et le fanatisme. J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali pour lutter contre ces éléments terroristes. Dans un livre clinique, par sa précision, le journaliste et expert de la géopolitique du Sahel et de l'Afrique, Seydik Abba analyse les 9 ans de présence de l'armée française dans les sables mouvants du Mali. Après sa décision d'intervenir, Hollande a été accueilli en héros. Plus de 8 milliards d'euros dépensés plus tard, l'armée française se retire, laissant 53 soldats sur le champ de bataille. L'extrême popularité de départ a cédé la place à une hostilité manifeste qui a atteint son point d'orgue avec l'expulsion de l'ambassadeur français. Sur le terrain, les djihadistes cantonnés au nord, dans la Zawad, occupent quasiment le centre et menacent la boucle du Niger. Quant à l'État central de Bamako, il est tombé en dépit des milliards de francs CFA d'aide internationale. L'ancien président Ibeka, surnommé l'Amid Karzai tropical, est renversé en août 2020. Depuis, le Mali a connu un coup d'État dans le coup d'État et une junte peu pressée à rendre le pouvoir aux civils. Le Mali est-il le nouvel Afghanistan? Seydik Abba, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ancien correspondant de la FANA à Paris, journaliste émérite d'origine nigérienne, journaliste qu'on voit régulièrement sur les plateaux des grandes chaînes internationales. Et surtout, je pense que c'est une fonction que beaucoup requise aujourd'hui. Vous êtes un spécialiste de l'Afrique. Oui, vous venez de faire paraître aux éditions Impact, Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous. Seydik Abba, est-ce que cette comparaison entre deux situations, deux zones qui sont éloignées de milliers de kilomètres, n'est-elle pas trop forte? Oui, on peut a priori estimer que le Mali et l'Afghanistan sont des territoires très loin l'un de l'autre. Mais la comparaison dans le livre qui se termine par, le titre se termine par une interrogation, ça veut dire que je laisse la possibilité à ceux qui n'en sont pas d'accord d'avoir leur argument. Mais en ce qui me concerne, la comparaison me paraît pertinente sur au moins 3 points. Le premier point, comme en Afghanistan, les Français se sont retirés du Mali sur un travail inachevé. Les Américains sont intervenus en 2001 en Afghanistan dans l'espoir de chasser les talibans du pouvoir et de mettre fin au terrorisme. 20 ans après, en août 2021, ils ont quitté l'Afghanistan sans avoir accompli leur objectif initial. En France, dans le cadre de l'intervention française au Sahel, nous sommes dans le même schéma. En 2014, la France avait décidé de créer Barkhane à la suite de Serval pour lutter contre le terrorisme dans l'ensemble du Sahel, non plus au Mali, mais dans l'ensemble du Sahel, c'est-à-dire de la Mauritanie au Tchad, en passant par le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et 9 ans après, au moment où la France a décidé de retirer Barkhane du Mali, ce travail n'a pas été accompli. Dans un cas comme dans l'autre, donc, le départ après l'intervention s'achève sur un travail inachevé. Le deuxième point de niveau de comparaison, c'est aussi le fait que l'aide internationale n'a pas eu d'efficacité comme en Afghanistan. Des milliards de dollars ont été versés dans l'Afghanistan post-Taliban après l'arrivée des Américains et à la fin, une grande partie de cette aide a été détournée. Nous sommes à peu près dans le même schéma en ce qui concerne le Mali aussi et le Sahel, puisque l'aide internationale qui est revendiquée par l'Alliance Sahel, la coalition internationale pour le Sahel, le programme pour la sécurité et la stabilisation du Sahel, il y a à peu près aujourd'hui 19 initiatives sur le Sahel avec 23 missions. Et si vous allez dans les villages sahéliens, il n'y a pas d'impact de cette aide. Cette aide n'est pas visible. Le troisième niveau qui justifie ma comparaison, c'est aussi la stratégie dans un cas comme dans l'autre de groupes terroristes. En Afghanistan, les groupes, les talibans ont un agenda local, ils ont un agenda afghan. Ils ne cherchent pas à porter le terrorisme
à Bruxelles, à Londres ou à Paris. Eux, leur agenda, c'est l'Afghanistan. On retrouve le même schéma dans le Sahel. Les groupes djihadistes du Sahel ont un agenda sahélien. Ce qui les intéresse, c'est conquérir le Sahel, exporter la menace au niveau des pays du Golfe de Guinée. Je parle de groupes du Sahel originels, je n'inclus pas dans ce groupe-là l'État islamique au Grand Sahara, qui est une émanation de l'État islamique au Levant, c'est-à-dire en Irak et en Syrie, dont on connaît l'agenda, c'était attaquer Bruxelles, etc. Mais les groupes originels sahéliens qui sont aujourd'hui regroupés au sein du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, dirigé par Iyad Agali, ont un agenda local, un agenda sahélien. Donc, si vous prenez ces trois niveaux de comparaison, vous trouvez la justification de ce que j'ai appelé Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, avec un point d'interrogation. Oui, donc des comparaisons assez pertinentes. On voit qu'effectivement, en août 2021, les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan. On a vu les images d'avions décollant à Kaboul avec des grappes humaines accrochées dessus. Au Mali, l'armée française aussi avait annoncé déjà un repositionnement, puis la fin de Barkhane, on n'a pas bien compris. Alors, en novembre, on a vu beaucoup de choses au nord Mali. D'abord, il y a eu cette intervention victorieuse avec Serval, comme vous le rappelez d'ailleurs dans ce livre, ce fameux Papa Hollande qui vient et qui est accueilli en héros libérateur. Et puis, les choses ont changé. Donc, avant de vous demander pourquoi un tel revirement, Sédic Abba, je voudrais que vous nous citiez un peu sur les raisons de l'intervention française en 2013 au Nord Mali. Oui, absolument. C'est un rappel nécessaire pour éclairer l'opinion, pour que les gens se souviennent. Lorsque le président Amadou Toumani Touré a été renversé en janvier 2012, il s'est trouvé qu'il y a eu une rébellion Touareg dont certains animateurs sont venus de Libye. Après la chute du régime de Kadhafi, il y a eu deux vagues d'arrivée. Une première vague au mois d'août, environ au mois d'août 2011, une deuxième vague dans le mois de novembre, environ 2011. Et puis, avec une conjonction de facteurs internes, il s'est créé une rébellion Touareg. Et le Nord Mali était déjà occupé par des groupes djihadistes. Et à partir de cette occupation, les groupes djihadistes et les rebelles Touareg, il y a même eu des moments de porosité, des moments de coaction entre les groupes djihadistes et les rebelles Touareg. On sait qu'en Sardine, par exemple, a beaucoup travaillé avec le MNLA avant qu'ils ne divorcent. Donc, il y a même une certaine interopérabilité. Ils ont agi ensemble, ils ont eu des cibles ensemble. Mais après, il y a eu le divorce. Et partant de l'occupation. Une parenthèse, je rappelle quand même qu'en Sardine se réclame du djihadisme et que le MNLA, jusqu'à plus ample informé, est plutôt un groupe, corrigez-moi si je me trompe, laïque. Oui, c'est ça, c'est exact. Mais au moment, dans les années 2012, au moment de toute la rébellion, il y a eu une sorte d'accord entre le MNLA, qui est un mouvement laïque, comme vous le rappelez si bien, avec pour ambition l'indépendance du Nord Mali, et en Sardine, qui est un mouvement djihadiste islamiste qui cherche à imposer la charia, mais dans le cadre de la construction du rapport de force avec l'État malien, il y a eu un dénominateur commun, il y a eu un minimum d'accord. Et après, il y a eu le divorce entre je le rappelle dans le livre, après, il y a eu le divorce entre le MNLA et en Sardine. Mais il faut reconnaître que pendant très longtemps, il y a eu des passerelles entre les mouvements djihadistes et les mouvements laïques. Certains sont d'anciens de mouvements islamistes qui sont entrés dans le mouvement signataire des accords. Donc, il y a eu des va-et-vient et par la suite, bien sûr, avec l'exigence des partenaires, les mouvements laïcs signataires des accords d'Alger ont coupé le cordon ombilical avec les groupes terroristes. Mais pour revenir à la question que vous avez posée, lorsque, après l'occupation du Nord, les groupes terroristes ont décidé de marcher sur Konna en janvier 2013, de marcher à partir du nord, de marcher sur le sud jusqu'à Bamako,
ils étaient déjà arrivés à Konna lorsque le président Djakunda, qui était le président de transition de l'époque, a envoyé une lettre au président Hollande pour demander l'intervention des forces françaises. Et il était soutenu, le président Djakunda était soutenu par un certain nombre de chefs d'État de la sous-région ou de la région ouest-africaine qui estimaient qu'il n'y a que la France qui pouvait intervenir pour arrêter cette progression de groupes djihadistes. Et il y a eu l'intervention au niveau de Konna. Une question, ou plutôt une précision. Cette intervention de la France décidée par l'ONU à travers une résolution et qui est basée sur la demande d'un État souverain, même si c'était un président de la transition, donc Kounda Traoré, cette demande ne devait-elle pas être adressée au nom du principe de subsidiarité d'abord à la CEDEAO, pas les armées de la CEDEAO, comme elles l'ont fait en Sierra Leone il y a peut-être un siècle. Pourquoi les armées de la CEDEAO n'étaient pas opérantes sur le Mali? Oui, c'est évident qu'il aurait été politiquement plus correct et il aurait été dans le respect de la fibre panafricaine. Il aurait été nécessaire d'appeler au secours les pays de la CEDEAO, et notamment un pays comme le Nigeria qui a beaucoup de moyens qui auraient pu intervenir, puisque la CEDEAO, comme on sait, a créé ECOMOG qui était intervenu notamment en Sierra Leone et au Libéria. Mais dans le cas d'espèce, il paraît que face à l'urgence, en tout cas c'est ce que officiellement, face à l'urgence, il fallait un pays qui puisse projeter des forces en 48 heures. Face à l'urgence, et le Mali a choisi, avec le soutien de certains pays de la CEDEAO, de requérir l'intervention de la France. C'est ce qu'on sait, mais politiquement et effectivement, cette intervention aurait pu se faire par la CEDEAO ou même par un autre pays africain. Je pense à l'Algérie, qui est le pays voisin du Mali. Alors, il circulait à l'époque dans les rédactions, il circulait que les pays de la CEDEAO avaient ou devaient intervenir, mais avaient demandé des financements. C'était plein, par exemple, du fait de ne pas disposer de moyens de transport de nos troupes. Donc, encore une fois, on se trouve face à une Afrique qui est très peu conséquente dans les grands rendez-vous et qui demande d'abord de l'argent pour faire ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire protéger sa population. Est-ce que finalement, au-delà de l'échec de la France que vous décrivez si bien, et là, ce n'est pas un reproche, mais est-ce que ce n'est pas plutôt l'échec des Africains à assurer leur propre sécurité, leur santé, leur éducation? Vous le dites dans le livre, hein? Est-ce que ce n'est pas de cela qu'il s'agissait déjà en 2013, quand le Mali suppliait la France à l'ONU, plus que la lettre même, je pense qu'il y avait eu un déplacement à l'ONU, face à Condoleezza Rice, face à la France, pour demander l'intervention de celle-ci au Mali. Non, c'est tout à fait exact. J'aborde cette question, la question du manque de solidarité africaine. Pour tout Africain, pour tout panafricaniste, tout patriote africain, voir que des Estoniens viennent intervenir au Mali, voir que des Lituaniens ou des Polonais ou je ne sais pas d'autres qui viennent intervenir dans la force Takuba, alors qu'à côté, il y a des industries, des pays qui ont une industrie militaire. L'Égypte en a, la Libye, l'Afrique du Sud, tous ces pays ont des moyens militaires conséquents qui n'ont jamais fait preuve de solidarité envers les pays du Sahel. Et les pays du Sahel eux-mêmes, rien que pour mettre en place la force conjointe du G5 Sahel, on n'arrive toujours pas à la mettre parce qu'on compte sur la charité, sur la charité internationale pour pouvoir monter des projets qui relèvent de notre propre souveraineté. Il y a un échec important de l'Afrique. À mon avis, l'échec de l'Afrique est même plus important que l'échec de la France. La France est intervenue, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Si elle échoue, c'est ça. Aujourd'hui, sans que le travail soit achevé, elle décide de partir. C'est pour ça qu'il ne faut jamais compter en tant que pays ou en tant que continent ou en tant que sous-région sur un partenaire international pour assurer des questions qui relèvent du domaine de la souveraineté, des questions qui sont des questions régaliennes, des questions de sécurité. Et aujourd'hui encore, on se retrouve malheureusement à compter sur l'Union européenne qui donne 100 millions d'euros pour la force du G5 Sahel, qui donne 100 millions d'euros pour la force mixte multinationale basée dans le bassin du lac Tchad. Donc, toute notre stratégie est presque
repose presque sur la charité internationale. Et la charité internationale, d'abord, elle est très aléatoire. Ensuite, elle dépend, elle évolue en fonction des contextes. Aujourd'hui, toute l'attention du monde, y compris sur le plan de l'assistance, est portée vers l'Ukraine. Dans le cadre de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y a même, on a appris que certains pays ont l'intention de réajuster leur aide à des pays africains, à des pays du Sahel, pour la transférer vers l'Ukraine. Donc, vous voyez, compter sur la charité internationale, à mon avis, est une illusion et malheureusement, l'Afrique continue de le faire. J'ai le souvenir qu'en 2013, en mai 2013, il avait été annoncé de façon un peu à grande pompe d'ailleurs à Addis Abeba la création de la CARI, la capacité africaine de réaction rapide aux crises, et cette capacité que l'on voulait pour remplacer justement les interventions internationales. Cette capacité n'a jamais pu se mettre en place parce que la volonté politique a manqué. Et je crois que très souvent, l'Afrique manque de volonté politique et dans ce cas, elle n'est pas légitime à critiquer l'absence de solidarité internationale. Si on veut critiquer la solidarité internationale, il faut d'abord que la solidarité africaine elle-même soit effective. Elle peut être une solidarité sur le plan financier, elle peut être une solidarité sur le plan militaire, elle peut être une solidarité sur le plan diplomatique. On n'en est toujours pas là. Siddiq Abba, je rappelle votre ouvrage Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, avec un point d'interrogation bien clair. Donc, Siddiq Abba, c'est un échec de la France, puisque vous parlez de 8 milliards d'euros dépensés en 9 ans, de 53 soldats tués, et surtout un chiffre qui laisse vraiment perplexe. Le taux d'occupation du territoire, je pense de mémoire, était à 15% au moment de l'arrivée des premières forces françaises, et à son départ, on est presque à 70, voire à 80%. Qu'est-ce qui s'est passé pour la France? Était-elle piégée finalement? S'est-elle retrouvée dans une guerre asymétrique où la technologie la plus sophistiquée, hélas, est inopérante face à des combattants invisibles? Non, c'est tout à fait clair. Il y a une combinaison de facteurs qui expliquent cet échec du point de vue de l'extension territoriale. Lorsque la France intervient en janvier 2013, la menace concernait que le nord du Mali. Elle a gagné le centre du Mali, elle a gagné les autres parties du Mali. Aujourd'hui, c'est 2/3 du Mali. La menace s'est exportée au Niger, elle s'est exportée au Burkina. Elle arrive aujourd'hui aux portes des pays du Golfe de Guinée. Le Bénin a été attaqué 3 fois, la Côte d'Ivoire 4 fois. Le Togo, à la fin de l'année, a affirmé avoir repoussé 2 incursions djihadistes. Donc, la menace aujourd'hui, elle est presque... la métastase a gagné presque toute l'Afrique de l'Ouest. Et l'échec de cette capacité à contenir la menace, elle est liée effectivement à la non prise en compte du contexte dans la stratégie française. Les drones, les mirages, les avions de combat sont des éléments déterminants du rapport de force dans une guerre classique. Or, l'ennemi est à moto, souvent il est à pied, souvent il est à cheval, etc. On peut ne pas le voir. Donc, sur le plan de la réponse militaire et sécuritaire, il y a eu quelques difficultés dans la conception de la stratégie elle-même. On ne peut pas sécuriser un pays, un territoire 5 fois plus vaste que la France avec 5 000 hommes. Les États-Unis avaient 140 000 hommes au plus fort de leur intervention en Afghanistan, dans le cadre de la force de l'OTAN et la force américaine, mais ils avaient des difficultés. La France a mis 5 000 hommes, 5 100 au maximum, sur un territoire 3 fois plus vaste que la France, 5 fois plus vaste que la France. C'est clair que du point de vue de la stratégie elle-même, il y avait des difficultés. Et l'autre faiblesse qu'il y a eu, je pense, c'est qu'on a pensé que le tout sécuritaire et militaire suffisait. Or, manifestement, le terrorisme dans le Sahel avait aussi une dimension développement. Les jeunes qui partaient dans le groupe djihadiste ne sont pas forcément convaincus par l'idéologie religieuse ou par l'approche de ces groupes, mais ils n'ont pas de travail. Avec $50, avec 100 €, on a pu recruter des jeunes, on a pu en faire des fantassins parce qu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de perspective. Cette dimension n'a pas été prise en compte. De façon générale, la dimension holistique qui intègre à la fois la question militaire, sécuritaire, la question du développement,
la question de la justice, la question de la gouvernance, la question de la cohésion sociale, l'intégration de certaines communautés. Et je l'explique souvent. Lorsque vous prenez une communauté comme le Peul dans la zone des 3 frontières, lorsque on constate qu'il y a beaucoup de jeunes Peuls qui rejoignent l'État islamique au Grand Sahara, il faut s'interroger sur les raisons, sur les motivations, parce que ce groupe-là n'est pas ethniquement le groupe le plus important numériquement dans la zone, mais pourquoi? Parce que, à mon avis, on n'a pas interrogé suffisamment les conséquences de l'évolution du monde. Les communautés pasteurs, les communautés qui élèvent des animaux, qui font du pastoralisme aujourd'hui, ont plus de difficultés que les autres communautés parce qu'ils ne peuvent plus faire l'élevage, il n'y a plus de couloir de passage des animaux, il n'y a plus la possibilité de faire de la transhumance. Les Peuls du centre du Niger partaient jusqu'au Togo avant pour faire paître leurs animaux en cas de difficulté, revenir. Tout ça a été complètement désarticulé, déstabilisé et beaucoup de jeunes sont devenus recrutables parce qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils ont toujours appris, ce qu'ils ont appris de leurs parents et on ne les a pas aidés, on ne les a pas accompagnés dans la reconversion. On retrouve la même chose dans le sud-est du Niger, chez les Boudouma, qui sont des populations qui ont toujours vécu dans le lit du lac Tchad. Le lac Tchad s'est asséché, il y a une pression de ressources, on ne les a pas aidés à avoir et on a retrouvé que les Boudouma étaient le contingent le plus nombreux dans les rangs de Boko Haram. Pas parce qu'ils sont les plus religieux, mais parce qu'ils ont subi le plus les conséquences de cette évolution et les pays ne les ont pas accompagnés dans cette transformation. Donc, il y a tous ces facteurs qui n'ont pas été pris en compte. On a pensé que les moyens militaires, l'armada militaire, la technologie militaire, l'art militaire simplement suffisait à vaincre le terrorisme au Sahel et aujourd'hui, on se retrouve avec cet état de lieu qui est totalement désastreux où la question du développement n'a pas été intégrée, où il y a beaucoup de différences. Et puis, il y a un autre facteur, à mon avis. La France n'a pas beaucoup privilégié la montée en puissance des armées locales. C'est vrai qu'il y a eu des opérations ponctuelles entre l'armée française et les armées, mais elle n'a pas beaucoup favorisé. La France a fait beaucoup d'opérations toute seule. Les éliminations de djihadistes, par exemple, des chefs djihadistes, voilà, les Maliens ont découvert qu'ils n'ont pas été associés à certaines opérations qui ont été conduites par la France. Donc, si on met tous ces facteurs ensemble, ça participe à l'explication du fait qu'on n'ait pas obtenu le résultat qu'on aurait pu attendre d'une intervention militaire avec autant de moyens et sur une durée aussi longue. Oui, Sédic Abba, comme vous le dites, effectivement, aux dimensions internationales du terrorisme, il y a aussi des enjeux locaux, la pression démographique, la pression autour des puits d'eau et le fait aussi que la vieille rivalité entre pasteurs et éleveurs, hein, rivalité économique ou antagonisme économique, mais tout cela explique quelque part l'affaiblissement du pouvoir régalien dans son rôle justement de créer les conditions d'une coexistence harmonieuse entre ces groupes qui cohabitent depuis des siècles. Alors, est-ce que vous parlez de l'armée française, la section Barkhane, il y a aussi la MINUSMA qu'on n'entend pas souvent. Et ce qui nous frappe en venant à Bamako, c'est de voir que cette MINUSMA est plutôt basée tout près de l'aéroport à Bamako, à des milliers de kilomètres de Kidal. Et on s'est toujours posé la question, quel est le rôle finalement de la MINUSMA au Mali? Ah oui, ça c'est une grande interrogation. La MINUSMA, c'est à peu près au moins 13 000 hommes. Plus que ça même, si on y ajoute la composante civile. Mais en termes d'efficacité, la MINUSMA, c'est une intervention budgétivore dont l'efficacité laisse à désirer. Et quand on interroge les responsables des Nations Unies, ils répondent que le mandat de la MINUSMA n'est pas de lutter contre le terrorisme, mais de protéger les populations. Mais même la protection des populations, elle n'est pas assurée. Et à mon avis, si on veut que la MINUSMA soit efficace, il faut adapter son mandat aux réalités locales. Si, je ne sais pas, dans un autre pays, les forces des Nations Unies ne veulent pas avoir une capacité offensive sur la défensive, dans un pays comme le Mali, où il y a urgence à protéger les populations face aux groupes djihadistes, face à d'autres groupes, il est important que la MINUSMA ait un mandat adapté.
Donc, sous prétexte que le mandat de la MINUSMA ne lui permet pas de faire de la lutte contre le terrorisme de façon efficace, et voilà, on arrive à ces résultats où les forces de la MINUSMA sont elles-mêmes devenues des cibles de groupes djihadistes. Les Nations Unies ont perdu au moins 60 à 70 casques bleus au Mali. Et la mission de la MINUSMA est la mission la plus meurtrière pour les Nations Unies. C'est l'ensemble des missions des Nations Unies. La MINUSMA est la mission la plus meurtrière parce que les groupes djihadistes ont commencé à cibler la MINUSMA elle-même, non pas que la MINUSMA les dérange comme ça, mais parce qu'ils estiment que la présence internationale, la présence étrangère ne se justifie pas au Mali. Et vraiment, c'est une question qui interpelle, qui interroge et qui peut même révolter parce que avoir 13 000 soldats, avoir autant d'argent qui est investi, parce que le coût budgétaire de la MINUSMA est important, tout ça, sans que cela serve à protéger la population, c'est évident que on peut avoir vraiment une opinion de la MINUSMA qui n'est pas très flatteuse. Exactement, une opinion qui n'est pas très flatteuse. Il y a quelque chose aussi qui interpelle. D'ailleurs, vous avez utilisé une comparaison aussi en parlant de le Hamid Karzai du Sahel. Je parle de l'ancien président IBK, qui est le symbole du chef de l'État africain dans ce livre, parce que qui est à la tête d'un État qui est quasiment en faillite, avec un syndrome là de la somalisation, puisque n'oublions pas que c'est la Somalie en 1991 qui a inauguré ce processus de désintégration de l'État sous le poids de la corruption. Donc, est-ce que là, au-delà du Mali, laboratoire à ciel ouvert de l'Afrique, est-ce que ce ne sont pas tous nos États qui sont menacés par la gouvernance, vous l'avez souligné dans le livre, par la corruption, et qu'à terme, on ne risquerait pas d'assister à l'émergence de groupes disparates qui vont prendre le pouvoir et contrôler les champs de pétrole, les champs de gaz, les zones minières, et que la guerre qu'on présente comme une lutte contre l'occupation coloniale, c'est plutôt une économie de guerre avec des seigneurs qui s'installent, chacun qui prend sa petite portion de territoire pour faire son commerce, comme en Centrafrique avec les Damans. Oui, absolument. C'est une menace qui n'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est une menace réelle qui peut arriver en raison de la mauvaise gouvernance. Dans le cas du Mali, la mauvaise gouvernance c'est agrégé avec la menace sécuritaire pour donner le coup d'État d'août 2020, ensuite le coup d'État le coup d'État de mai 2021. Une des raisons du coup d'État de 2020, c'est la gouvernance du président IBK, paix à son âme, qui avait, voilà, sur le plan de la gestion des biens de l'État, on a documenté environ 1 milliard de dollars, 1 milliard d'euros qui a disparu entre 2012 et 2017, sans qu'on sache véritablement à quoi cela a servi, de surfacturation, de détournement de fonds. Et dans le livre, j'explique que, par exemple, des choix qui sont totalement incompréhensibles. Lorsque le président IBK arrive au pouvoir, la première chose qu'il a faite en 2013, c'était d'acheter un avion en 30 millions d'euros, un avion présidentiel. Alors que peut-être que le Mali avait déjà d'autres urgences. Le pays a peut-être besoin d'écoles, a besoin de centres de santé, mais la priorité du président a été d'acheter un avion à 30 millions d'euros. Alors qu'il y avait déjà un avion qui était là, le président n'allait pas voyager, mais ils ont estimé que pour le confort du président, pour assurer son pouvoir, son prestige, il fallait acheter cet avion. Donc, il y a des questions de gouvernance qui sont des questions importantes. Et malheureusement, si la mauvaise gouvernance ouvre la brèche à l'insécurité, l'insécurité et la mauvaise gouvernance vont créer des conditions où des parties du territoire ne sont pas totalement contrôlées.
prenez un pays comme la République démocratique du Congo, c'est emblématique de comment de l'incapacité souvent de nos États à assurer leur mission régalienne. Regardez l'Uturi, il y a plus de 50 attaques qui ont été menées contre les populations et il y en a toujours. Le pouvoir semble totalement dépassé par cette situation et qu'est-ce que les groupes peuvent faire? S'ils s'aperçoivent que l'État est incapable de contrôler des parties du territoire, ils vont essayer de mettre en place, de mettre la main sur des ressources naturelles, des ressources minières, comme on a pu le voir en Centrafrique. Une partie du territoire, et peut-être aujourd'hui encore, en tout cas une grande partie du territoire est sous la coupe de groupes armés, et ces groupes-là exploitent des ressources minières. Ils ont des partenaires. Vous savez, à partir du moment où vous exploitez des ressources minières, quelle que soit votre qualité, mais que vous soyez un groupe armé, vous allez facilement trouver des partenaires. Et aujourd'hui encore, nul ne sait, des avions privés peuvent atterrir dans les endroits contrôlés par des groupes rebelles, chargés des minéraux, chargés des pierres précieuses et répartir à l'insu des pays parce que dans les capitales, on n'a pas les moyens aériens de détecter des avions, des va-et-vient des avions. Donc, il y a cette situation, effectivement, qui est une situation très grave, où l'insécurité peut se mêler à la mauvaise gouvernance et créer les conditions de la faillite de nos États. Et je pense que ça, c'est une question importante. Je n'ai pas l'impression que sur le plan continental, on ait pris la mesure de la gravité de la situation sécuritaire qui a un impact sur le développement. Lorsque vous prenez certains pays du Sahel qui consacrent 15% de leurs dépenses budgétaires aux questions de sécurité et aux questions de développement, cela ne peut se faire qu'au détriment d'autres secteurs qui sont des secteurs essentiels. C'est un exemple précis. Par exemple, lorsque vous prenez, dans le cas du Niger, le pays consacre 15% de son budget aux questions de sécurité et finalement, il n'a plus les moyens de faire face à des urgences. Il y a, du fait de la démographie, 800 000 enfants nigériens qu'il faut scolariser chaque année. Compte tenu de la situation budgétaire et financière du pays, on n'arrive pas à construire autant de classes nécessaires pour accueillir ces enfants. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve des solutions intermédiaires qui sont la construction des classes en paillotte. Et malheureusement, on a vu récemment les classes en paillotte prendre feu et on arrive à des drames. 20 enfants sont morts dans un incendie en novembre. À Niamey, la capitale, une trentaine d'enfants sont morts dans la troisième ville, à Maradi, du fait. Donc, il y a cette urgence de la question sécuritaire qu'il faudra rapidement prendre en compte pour pouvoir faire du développement. Je ne dis pas qu'il faut régler la question sécuritaire pour passer au développement, mais il est important, si on ne veut pas que la question sécuritaire impacte sur le développement, qui est déjà un développement en retard, il faudra rapidement prendre la question sécuritaire à bras le corps, à mon avis, au niveau continental. Et pour l'instant, on n'a pas l'impression que sur le plan continental, l'urgence sécuritaire est vraiment bien appréhendée, a fortiori qu'on puisse envisager de lui trouver une solution. Une urgence sécuritaire sur le plan continental qui n'a pas encore été prise au sérieux. En attendant, au Mali, on a assisté à un coup d'État dans le coup d'État. Je pense que c'est une phrase que vous avez empruntée à Emmanuel Macron. Un coup d'État dans le coup d'État, donc, qui a vu l'arrivée d'une junte. Et que pensez-vous de la réaction de la CEDEAO? Oui, vous savez, la CEDEAO, souvent on l'oublie. Lorsqu'il y a eu le coup d'État dans le coup d'État, pour dire les choses, le 21 mai, la CEDEAO a eu une attitude de prudence. La CEDEAO a estimé que le président Goïta pouvait rester président de la transition à condition que le calendrier initial soit respecté, c'est-à-dire la tenue des élections au mois de février 2022. C'était le deal qui a été fait. Mais par la suite, l'équipe de transition dirigée par Goïta a estimé qu'elle ne peut plus respecter le calendrier. C'est après cette décision de l'équipe de Goïta de ne pas respecter l'échéance que les sanctions du 9 janvier ont été prises à Accra, mettant de cordons, etc. Moi, je pense que la CEDEAO aurait pu gérer autrement la situation que de s'engager dans une décision punitive envers le peuple malien. Parce que fermer les frontières,
suspendre l'accès du Mali comment dire, à ses ressources financières au niveau de la Banque centrale, etc., etc. Ce sont des mesures punitives. À mon avis, même lorsque la junte a décidé, et c'est une grande responsabilité, de ne pas respecter le calendrier et de dire qu'il faut beaucoup plus d'années, la CEDEAO aurait pu dépêcher une délégation sur place à Bamako, avoir des discussions, voire graduer sa position que d'avoir cette position, d'avoir cette décision qui finalement a fait qu'une grande partie de l'opinion en Afrique de l'Ouest s'est retournée contre la CEDEAO et cette décision a créé aujourd'hui de la défiance, sinon de la méfiance envers la CEDEAO. Je pense que dans le cadre de la gestion de la crise malienne, la CEDEAO n'a pas utilisé les bons moyens et aujourd'hui encore, comme je l'ai dit, elle est très critiquée et elle-même aujourd'hui, elle se trouve en difficulté parce qu'elle ne peut pas avoir un front avec le Mali, avoir un autre front avec le Burkina et si demain il y avait une autre situation. Donc du coup, la CEDEAO se trouve presque prise à son propre jeu. Alors, presque prise à son propre jeu. On rappelle quand même que le coup d'État, le premier coup d'État est intervenu en août 2020 et qu'il y a eu un grand temps de latence et de tolérance entrecoupé de négociations intenses entre la CEDEAO et la junte malienne, et que c'est la junte qui a décidé souverainement de ne plus respecter ce calendrier. Et je rappelle que cette exigence de la CEDEAO repose sur un protocole additionnel de la démocratie et des droits de l'homme qui a été adopté par l'ensemble des États membres de la CEDEAO, qui sont membres parce qu'ils respectent quand même leurs lois, leurs protocoles, leurs traités, et que la CEDEAO s'est engagée à lutter contre les changements constitutionnels par la force. On ne parle pas encore de troisième mandat, peut-être ce sera la prochaine évolution réglementaire au sein des États membres. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en tolérant ou en amadouant la junte, en privilégiant la paix sur le droit, en fait, on n'est pas en train justement d'ouvrir fenêtre pour les putschistes? Parce que vous avez bien dit, le Burkina Faso a suivi, la Guinée-Conakry a suivi, la Guinée-Bissau a failli y tomber. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train finalement de remettre en question la grande marche depuis 2000 vers la démocratie, la consolidation de la démocratie, qui n'est jamais acquise et qui est un éternel recommencement avec des citoyens comme vraiment soldats de la démocratie? Parce qu'on peut dire que oui, on est contre la CEDEAO, mais est-ce qu'on est prêt que dans nos autres pays, qu'on voit un capitaine ou un sergent-chef se réveiller un beau jour ou un caporal et dire je suis le chef suprême des armées, je suis le chef de l'État en vertu de la puissance de feu que me confère ma carabine? Est-ce que nous préférons la démocratie ou bien des régimes militaires au nom d'un panafricanisme, en tout cas à laquelle je m'identifie? Non, je pense qu'il est très clair que l'idée que les putschistes, que les militaires puissent apporter un mieux-être, même sur le plan sécuritaire, est une illusion. Ce n'est pas parce que ce sont les militaires qui peuvent remporter la lutte contre le terrorisme. On a entendu dire que puisque c'est eux, ils vont se donner les moyens. Mais la lutte contre le terrorisme n'a pas qu'une dimension militaire. Donc, à mon avis, il est tout à fait illusoire de penser que parce que nous faisons face à un défi sécuritaire dans le Sahel, il vaut mieux s'en remettre aux militaires. Non, je pense qu'il n'y a aucun doute, il faut absolument tout faire pour éviter le retour en force des coups d'État en Afrique de l'Ouest. On n'en a pas besoin. On en a eu avant, ça n'a pas servi à grand-chose. La démocratie est un mauvais système, mais c'est le système le moins mauvais. Il faut que nous nous en tenions à consolider la démocratie. Mais lorsqu'on le dit, moi, je pense qu'il faut activer la question de la diplomatie préventive. Et c'est sur ce plan-là, personnellement, que je pense que la CEDEAO doit améliorer ses instruments. Aujourd'hui, le protocole additionnel qui a été en 2001 à Dakar prévoit effectivement les changements non constitutionnels, prévoit des sanctions, toutes les sanctions à prendre en cas de changement non constitutionnel. Mais il faudra, à mon avis, actualiser ce protocole et voir ce qu'il faut faire en matière de diplomatie préventive. C'est-à-dire que lorsqu'on voit les signaux qui peuvent conduire au coup d'État, il faut agir
pour éviter que le coup d'État arrive lui-même. Pourquoi je le dis? Dans un pays comme la Guinée, on a presque tous vu venir le coup d'État. La Guinée du président Alpha Condé. Le président Alpha Condé a imposé un troisième mandat, s'est imposé comme vainqueur des élections, a mis en place voilà, un système de gouvernance. Presque tous ses opposants étaient en prison. Le siège de l'IFDG, qui est le premier parti de l'opposition, a été fermé sans aucune décision de justice par la force. Et les leaders des partis se sont vus interdire de quitter le territoire sans aucune décision de justice. Donc, il y avait un comportement, une entorse à la démocratie qui était évidente. À mon avis, c'est dès lors qu'une institution comme la CEDEAO, bien qu'elle soit intergouvernementale, devrait agir pour empêcher. Les sanctions contre les putschistes ne suffiront pas à dissuader des gens qui sont effectivement tentés, qui pensent que voilà, il y a une opportunité. Les sanctions sont importantes, mais la prévention du coup d'État aussi est importante. Dès qu'on voit les signaux, dès qu'on voit les choses se mettre en place, il faudra agir. Par rapport aux autres organisations, c'est clair que la CEDEAO a fait un travail important, un travail. Lorsque au Niger, en 2009-2010, le président Tandja a décidé de modifier la Constitution, la CEDEAO a sanctionné le Niger parce que les textes disent qu'on ne peut pas modifier la Constitution 6 mois, on ne peut pas, ou les règles électorales 6 mois avant l'échéance, 6 mois avant les élections. Donc, la CEDEAO a été capable d'un grand courage sur les questions politiques par rapport à d'autres organisations. Il faut, à mon avis, pour qu'elle continue, d'avoir une plus grande efficacité, agir aussi sur les conditions, sur la prévention du coup d'État. C'est-à-dire que dès que les signaux se déclenchent, pouvoir agir, aller faire des missions, rencontrer les différentes parties, aider à trouver des accords. Et par exemple, au Mali, avant le déclenchement du mouvement du 5 juin, il y avait une situation avec des manifestations régulières, une situation créée par la décision de la Cour constitutionnelle d'accorder 20 sièges au parti de Ibeka qu'il n'a pas gagné dans les urnes. Ça a créé une situation, à mon avis, la médiation de la CEDEAO devait commencer là et être très active pour empêcher que la situation ne se dégrade et ne conduise à la tentation du coup d'État. Parce que les militaires cherchent une opportunité, comme on l'a vu au Burkina Faso. Lorsque la crise sécuritaire s'est transformée en crise politique, ils ont surgi, ils ont pris le pouvoir et là, ils proposent de rester 36 mois. Donc, il faut qu'on évite justement que l'épidémie de coup d'État se propage en Afrique de l'Ouest parce que, pour moi, je pense que le coup d'État ne va pas ramener grand-chose. Il faut toujours continuer à renforcer la démocratie, à améliorer la démocratie. C'est le moins mauvais système, mais c'est le système le plus adapté. Effectivement, un système éternellement perfectible, d'ailleurs, c'est ça sa beauté. Mais pouvoir disposer de soi-même, je pense que c'est un acquis vraiment qui est engageant pour les citoyens de la CEDEAO. Mais pour finir, Siddiq Abba, on a parlé de l'effondrement du Mali. On a rappelé en filigrane le cas de la Centrafrique, un autre pays où le diamant est vendu aujourd'hui, commercialisé à ciel ouvert, vers le Moyen-Orient. On a parlé aussi en filigrane de la RDC, de l'Itourie. Donc finalement, comment vous voyez l'Afrique en 2022 à la lumière de la crise ukrainienne qui est conjoncturelle, mais surtout à la lumière de la crise systémique qui est le terrorisme, mais d'une manière générale, l'insécurité et l'affaiblissement de l'État ou des États? Non, je crois qu'il y a de bonnes raisons, il y a des raisons légitimes de s'inquiéter de la situation sécuritaire sur le continent africain. Aujourd'hui, lorsque vous prenez les 5 régions du continent, toutes sont traversées par des crises. L'Afrique du Nord est traversée notamment par la situation en Libye, qui est une situation quasiment d'un État failli, qui a des conséquences l'ensemble de la région et au Sahel. L'Afrique de l'Ouest, avec la situation au Sahel, on sait qu'il y a une situation préoccupante avec des risques d'extension de la menace au pays du Golfe de Guinée. L'Afrique centrale, c'est la même chose.
le bassin du lac Tchad avec Boko Haram qui touche le Cameroun, le Nigeria, l'Ituri, la situation où on voit une situation qui se dégrade, les autorités de la République démocratique du Congo peinent à venir à bout de groupes armés, malgré la coopération avec le Rwanda et l'Ouganda. Donc, en Afrique centrale aussi, il y a une situation. En Afrique orientale, on sait qu'il y a la situation en Somalie qui n'est toujours pas réglée, avec des tensions même ajoutées à cela, des tensions entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan sur la question du bassin du Nil. En Afrique australe, c'est la même chose avec la situation au Mozambique. Donc, toutes les régions, il y a un axe de crise aujourd'hui qui fait le tour du continent. Et à mon avis, ce axe de crise doit interpeller les dirigeants de notre continent pour qu'on y réfléchisse, qu'on voit quel type de solution on peut trouver parce que ça impacte le développement. Toutes ces crises-là ont des conséquences sur le développement. Elles ont désorganisé les échanges entre les pays. Elles ont créé des situations, comment dire, d'instabilité. Donc, il faut absolument qu'on réfléchisse à ces crises. Je pense que la première urgence pour l'Afrique en 2022, c'est de commencer à chercher des solutions régionales, des solutions continentales à ces différentes crises sur le continent et puis envisager par la suite parce que même si on n'avait pas ces crises, on allait gérer les conséquences de la pandémie du Covid sur le continent avec des conséquences sur le plan économique, sur le plan humain. Aujourd'hui, la crise ajoutée aux conséquences économiques de la pandémie du Covid et le contexte international qui risque de créer un désintérêt pour l'Afrique parce que les gens, les pays aujourd'hui, tous les projecteurs sont plutôt orientés vers l'Ukraine et si cela arrivait, quand on met tout ça ensemble, j'ai bien peur que l'Afrique soit oubliée, mais je pense qu'il faut trouver dans ce malheur-là un électrochoc qui va permettre aux Africains de comprendre qu'il faut toujours compter sur soi-même. Que ce soit pour la résolution de crise, que ce soit pour le développement, il faut toujours compter sur soi-même. Et je pense que l'Afrique n'est pas totalement démunie. On n'est pas bien organisé, on n'est pas conscient. Les gens viennent s'enrichir chez nous, partent avec nos ressources, partent avec tout ce qu'on peut avoir. Donc, il nous faudra vraiment avoir un sursaut de conscience qui nous amènerait à avoir à nouveau confiance en nous. Parce que lorsqu'on compare même par rapport aux années des indépendances, on a beaucoup perdu dans la fierté, dans le panafricanisme, dans la confiance en soi, dans le partenariat avec le reste du monde. Il faut une Afrique qui se prenne en charge, qui a une vision, qui veut sortir de sa situation. Sinon, on serait toujours en 2002, les choses n'auront pas changé, ça va être pire que les années précédentes. Compter sur soi-même, Seddick Abba, auteur du livre Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, aux éditions Impact. Alors, Seddick Abba, pour procurer ce livre en Afrique, à Bamako, à Dakar, à Abidjan, à Alger, puisque vous parlez beaucoup de l'Algérie aussi dans ce livre, ou bien dans n'importe quel endroit de notre chère Afrique, comment faire? Oui, nous travaillons à ce qu'il est avec l'éditeur, nous travaillons à ce que le livre soit accessible, au moins dans certaines capitales qui sont des capitales, comment dire, carrefour. Par exemple, qu'il soit accessible à Dakar parce qu'on sait que les Mauritaniens passent souvent par Dakar, les Maliens passent souvent par Dakar, les Burkinabés passent souvent par Dakar pour des réunions, pour des colloques, pour du business. On s'organisera aussi pour qu'il soit disponible à Abidjan, qui est une autre capitale carrefour, et on s'organisera aussi pour qu'il soit disponible en Algérie et dans d'autres capitales, ou par exemple à Addis Abeba, où c'est l'Union africaine, les gens peuvent être intéressés. En tout cas, moi, en tant qu'auteur sahélien, j'ai à cœur de tout faire, de tout mettre en œuvre pour que ce livre soit accessible, parce que moi, le public que je vise, c'est d'abord le public du Sahel, c'est d'abord le lectorat sahélien, il faut que le livre lui soit accessible. Mais là, c'est plus une négociation avec l'éditeur que je suis en train de mettre en place pour que le livre puisse vraiment être accessible au public africain. J'attache beaucoup de prix à cela. Merci beaucoup, Seddick Abba. Je rappelle que vous êtes journaliste
nigérien basé à Paris et grand spécialiste des enjeux stratégiques de l'Afrique. Merci, ça a été un immense plaisir de participer à cette interview, surtout qui a été rehaussée par la qualité de vos questions.